Docteur Meir Matzri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour parler avec un petit peu de recul de cette fameuse conférence de Varsovie qui s'est tenue en fin de semaine dernière. Alors, bien entendu, les avis sont partagés concernant cette conférence. Certains ont affirmé qu'elle était indispensable et qu'elle avait un caractère historique, puisque l'on a vu le Premier ministre Benjamin Netanyahou assis à côté de ministres des Affaires étrangères de pays arabes, ce que l'on appelle les fameux pays arabes modérés sunnites. Et d'autres ont affirmé qu'en fait, il s'agissait d'une véritable mise en scène qui n'a pas été particulièrement réussie, orchestrée par l'administration Trump avec le soutien de Benjamin Netanyahou. Alors, quel est votre avis sur la tenue de cette conférence qui devait au début être focalisée sur l'Iran et qui en fait a été durant laquelle on a abordé plusieurs sujets concernant le Proche-Orient? Alors, d'abord, permettez-moi de vous dire que cette conférence est d'une importance capitale et elle est hautement symbolique. Tout d'abord parce que elle a lieu à Varsovie, donc une capitale européenne, au sein de l'Union européenne, alors même que beaucoup prétendent qu'il y aurait un bras de fer entre États-Unis et Union européenne pour tout ce qui concerne la crise nucléaire iranienne. Donc, cela vient démentir cette analyse, puisqu'on voit qu'il y a quand même une union qui est affichée à Varsovie, qui d'ailleurs contraste avec la désunion de Sochi, puisque parallèlement à la tenue de cette conférence, il y a une autre conférence qui réunit les Russes, les Turcs et les Iraniens à Sochi pour discuter du sort de la province d'Idlib et de la coordination entre ces trois capitales dans le nord-est de la Syrie, notamment à l'issue du retrait américain et pour étudier les différents moyens qui permettraient de reprendre cette province et de mettre un terme au dernier foyer djihadiste qui se trouve en Syrie. Donc, premier point, cette union qui est affichée est extrêmement importante. Il est question d'une soixantaine d'États qui sont réunis sous la houlette des États-Unis avec l'approbation et la participation de plusieurs pays européens. Même si, Meir, il faut bien avouer que les pays européens se sont assez démarqués. On a vu par exemple Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, qui n'a pas tenu à participer. Certains pays occidentaux n'ont pas participé, ou en tout cas on voyait une délégation de très bas niveau. Ça veut dire qu'il y a une sorte de désaveu de notre côté, non, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le signe que les Américains ont réussi à créer, à semer la zizanie en Europe? Non, franchement, je ne pense pas, parce que même les pays qui ne soutiennent pas exactement la vision des États-Unis pour tout ce qui concerne la crise iranienne ont quand même envoyé des émissaires. Donc il y a eu des représentants, certes, qui ne sont pas de haut rang, mais il y a eu des représentants de tous les pays européens, en tout cas de ceux qui sont concernés par la crise iranienne, des signataires de l'accord. Maintenant, le fait que la représentante européenne ne soit pas présente, je ne pense pas que cela change grand-chose. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de véritable diplomatie européenne et que donc cela n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que cette conférence a quand même réussi à réunir un nombre aussi important d'États à Varsovie, capitale de l'Union européenne, mais aussi ancien siège, et c'est un clin d'œil à l'histoire, ancien siège de la ville où siégeait auparavant le pacte de Varsovie, ce pacte pro-soviétique dont l'objectif était d'endiguer la puissance américaine et occidentale plus généralement dans le monde et en Europe. Et puis, enfin, il y a cette présence d'Israël qui est aussi très importante et qui est, j'ai envie de dire, importante aussi sur le plan symbolique, si on la compare par exemple avec le traitement auquel Israël a eu droit durant la deuxième guerre du Golfe en 90, lorsqu'Israël a reçu des scouts irakiens, lorsqu'Israël a été bombardé par l'Irak de Saddam Hussein, sans avoir le droit de participer à aucun des sommets internationaux tenus à l'époque pour régler le sort de l'Irak et discuter des modalités d'intervention en Irak. Aujourd'hui, on voit qu'Israël est un acteur à part entière au Moyen-Orient, est considéré comme un acteur moyen-oriental légitime, aussi bien par les puissances internationales que par les acteurs moyen-orientaux. Ces échanges qui ont eu lieu entre le Premier ministre Netanyahou et le chef de la diplomatie omanais, par exemple, qui est d'ailleurs un probable successeur au trône de Mascate, mais aussi par nombre de responsables des deux pays arabes,
On dit beaucoup C'est ça, parce qu'on sur... on a eu l'impression qu'il avait rencontré, certes, le chef de la diplomatie d'Oman, mais pas vraiment les Saoudiens, les autres pays, les autres pays du Golfe Persique. En tout cas, ça n'a pas été publié. Il y a quand même tout de même quelques réticences à ce sujet, n'est-ce pas? Il me semble qu'il y a eu une rencontre avec un haut responsable marocain Oui. et que voilà. Il y C'est avait pas tout à fait plusieurs... surprenant. Les Marocains, on a même parlé d'une visite de Netanyahou au Maroc dans les prochaines semaines, avant même les élections. Mais l'Arabie Saoudite, dont on disait qu'elle était très proche, en tout cas qu'elle s'était considérablement rapprochée, reste tout de même assez tiède quand même dans ce rapprochement avec Israël. Même si l'on parle, par exemple, de front anti-iranien, et même s'il y a une forme de pression des États-Unis, parce qu'il faut bien l'avouer, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce sont les Américains qui ont orchestré cette conférence et ce sont les Américains qui ont exercé des pressions sur leurs alliés afin qu'ils participent à cette conférence? Oui, mais n'oublions pas aussi que ces États alliés des États-Unis poussent l'Amérique à faire pression sur l'Iran et à intensifier les sanctions. Donc, Bien il y a sûr. aussi une volonté au sein de ces pays qui d'ailleurs n'avait pas cessé de critiquer l'administration Obama en son temps pour s'être engagé dans cette direction. Maintenant qu'il n'y a pas eu de relation, de rencontre officielle, formelle entre Israéliens et Saoudiens, cela ne doit pas nous étonner. Après tout, nous n'avons pas encore de relations diplomatiques avec ces pays et les relations que nous entretenons avec eux sont des relations confidentielles. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a une participation israélienne. Les 11 États qui ont participé au sommet n'ont pas boycotté le sommet, au contraire, il y a eu même des échanges bilatéraux entre Israël et plusieurs de ces pays, à la tête desquels Oman, qui parle par ailleurs, n'a pas de mauvaises relations avec l'Iran. Au contraire, Mascate entretient des relations privilégiées avec Téhéran, et cela ne l'empêche pas de vouloir se rapprocher d'Israël, ce qui prouve que le rapprochement entre Israéliens et Arabes du Golfe n'est pas uniquement motivé par la volonté d'endiguer le rôle iranien dans la région et qu'il y a des intérêts qui vont au-delà de la menace iranienne. Et cela est tout à fait positif pour le moyen terme, si j'ose dire. Alors, au cours de cette conférence, on a vu le gendre du président Trump, Jared Kushner, qui est conseiller spécial au Proche-Orient, a annoncé, confirmé que le plan de paix américain pour le Proche-Orient serait officiellement présenté au lendemain des élections en Israël, et que ce plan de paix obligerait les deux parties à faire des concessions. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation où, pour aller plus loin dans les relations entre Israël et les pays sunnites modérés et faire front face à l'Iran, eh bien, il est absolument indispensable d'avancer aussi dans le processus de paix, ou bien l'une et l'autre ne sont pas, les deux dossiers ne sont pas conditionnés l'un par l'autre? Moi, je pense que les deux dossiers ne sont pas conditionnés, mais l'un encourage l'autre. C'est-à-dire que à terme, il va falloir faire des efforts et reprendre les négociations avec les Palestiniens. Mais cela se traduit concrètement par un certain nombre de mesures importantes qui commencent par la chute du régime terroriste qui règne dans la bande de Gaza. Mmh. Et à partir de là, on peut constater que pour la première fois, il y a de plus en plus de rapprochements entre Jérusalem et Ramallah sur ce dossier, parce que l'autorité palestinienne n'a jamais été aussi déterminée à se débarrasser du Hamas. D'ailleurs, l'opposition en Israël ne cesse d'accuser le Premier ministre et le parti de la majorité d'avoir laissé entrer des mallettes de liquide dans la bande de Gaza et de ne pas assez coopérer avec Ramallah dans l'endiguement du Hamas. Ce qui prouve qu'il y a non seulement une volonté, mais il y a aussi une volonté de l'autorité palestinienne, non pas seulement d'Israël, de mettre un terme au Hamas dans la bande de Gaza. Il y a aussi une participation égyptienne au blocus. Le blocus aujourd'hui est plus égyptien qu'israélien par ailleurs, pour ce qui concerne la bande de Gaza, et le pouvoir qui y règne depuis environ 13 ans. Maintenant, en ce qui concerne le rapprochement avec les pays de la région, vous avez parlé de pays sunnites. Moi, je parlerai plutôt de pays, d'États responsables du Moyen-Orient, qui ne sont pas forcément sunnites, parce que figurez-vous qu'il y a de plus en plus d'éléments chiites aussi qui n'en peuvent plus
des ingérences iraniennes qui cherchent aujourd'hui aussi à se rapprocher des États-Unis et de leurs alliés, au premier rang desquels l'Irak, le nouvel Irak, l'Irak démocratique d'aujourd'hui, post-Saddam Hussein, qui a subi durant plus d'une décennie des pressions incessantes de la part des Iraniens et des ingérences qui cherchent aujourd'hui à s'en débarrasser. La première visite du nouveau Premier ministre irakien a été à Riyad et non pas à Téhéran. Les Irakiens aujourd'hui cherchent justement à se défaire de toutes ces milices iraniennes qui ont contribué à la chute de Daesh dans le nord de l'Irak. Et on voit que l'Irak aujourd'hui, pays à majorité chiite, est l'un des rares États du Moyen-Orient à respecter les sanctions américaines contre le régime iranien, contrairement par exemple à un pays comme la Turquie qui est sunnite modéré et qui pour le coup coopère avec Téhéran et ne respecte aucune des sanctions américaines imposées à ce pays. Et puis il y a aussi l'Azerbaïdjan, qui est aussi le deuxième pays chiite dans le monde, proportionnellement à ce nombre d'habitants, puisque plus de 70% des Azerbaïdjanais sont des chiites, et qui est une puissance régionale pro-américaine et le principal allié d'Israël dans la région. Sans compter l'opposition iranienne, qui est bien entendu chiite, puisqu'iranienne, et qui d'ailleurs a participé à la conférence de Varsovie, donc au premier rang desquels les Moudjahidines du peuple. Et tout ça pour vous dire qu'il y a des éléments chiites, qu'ils soient iraniens, irakiens ou azerbaïdjanais, qui sont du côté des États-Unis, du côté d'Israël et du côté de la communauté internationale, si j'ose dire, responsable. Le bras de fer n'oppose pas sunnites à chiites, mais plutôt les États qui respectent le droit international à ceux qui ne le respectent pas, au régime iranien, qui ne représente que lui-même en fin de compte, et les milices qu'il soutient, armes et finances depuis des décennies. C'est cela en réalité l'axe auquel nous faisons face aujourd'hui. Eh bien, docteur Mir Masri, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter avec nous donc ces derniers développements sur le plan diplomatique, en particulier donc lié au Proche-Orient. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shavua Tov. Avec plaisir, Shavua Tov.